Salut, poil au cul, bienvenue dans le portrait. Aujourd'hui, on va causer super-héros et mec à moustache. Putain, rien que d'y penser, j'ai le cœur qui fait tadam, 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 tadam. Attends, ça s'arrête pas? Au secours! Au menu! Pas de plus d'une centaine de super-héros. Scénariste qui a porté de Marvel Comics au top de l'industrie. Dieu incontesté de la culture geek et du caméo. Tout de suite, Stan Lee! Tout commence à New York, le 28 décembre 1922. Stan naît dans l'appartement de ses parents au coin de la 98e rue West et de West End Avenue à Manhattan. Son papa, Jack Lieber, est un tailleur roumain venu s'installer avec sa femme Celia aux États-Unis. Malheureusement, il a beaucoup de mal à trouver du travail et la famille traverse des crises financières jusqu'à vivre tous ensemble dans une même pièce. Ils finissent par s'en sortir et ont un second enfant, Larry Lieber. Stan étudie au lycée Dwight Clinton dans le Bronx et occupe à temps partiel des petits boulots du genre livreur de sandwich, rédacteur de rubriques nécrologiques ou encore garçon de course. Mais il était encore mineur, non? Tu arrêtes tout de suite, je te préviens. Toute son enfance, Stanley sera très influencé par ses lectures et les films qu'il pouvait voir. Il commence d'ailleurs à écrire assidûment à partir de 10 ans et espère un jour écrire un grand roman américain. Petite parenthèse. J'ai dit petite! Pardon. Ah voilà, c'est ce qui le poussera à utiliser le pseudonyme Stan Lee. Canapé lit. Ta gueule! Au lieu de Stanley Lieber. Il souhaitait garder son vrai nom pour des écrits plus sérieux. À ses 16 ans, Stan quitte le lycée. Et avec l'aide de son oncle, Robbie Solomon, il est engagé en tant qu'assistant pour la société Timeline Comics, qui deviendra plus tard Marvel Comics. Sa toute première œuvre publiée est une page dans le comics Captain America en 1941. C'est d'ailleurs à cette époque qu'il utilise pour la première fois son pseudonyme Stan Lee. 2 numéros plus tard, il passe de simple lettreur à scénariste, puis très vite éditeur en chef de la division comics de Timeline, suite au départ de Joe Simon et Jack Kirby. Rappelons qu'il n'a que 19 ans, hein, sacré accomplissement. Au début de l'année 1942, Stan Lee s'engage dans l'armée et est affecté au service de communication où son travail consiste à écrire des manuels, des slogans, dessiner des posters pour prévenir les dangers des MST. What? À noter qu'il n'était que 9 à occuper ce poste, hein. En gros, il a pas une place trop dégueu. Avec la fin de la guerre, en 1945, Merci, Captain Obvious. Stan est libéré de ses obligations militaires et reprend sa place au sein de la Timeline. 5 ans plus tard, la société change de nom et devient Atlas Comics. À cette période, l'industrie du comics traverse une crise importante et le sénateur Estes Kefauver lance une campagne contre les comics, leur reprochant de corrompre les jeunes avec des images violentes et de sexualité débridée. Ça me rappelle quelque chose. Eh oui, exactement. On vit la même chose avec les jeux vidéo de nos jours. Du coup, les compagnies font un peu dans leur froc et mettent en place le fameux Comics Code qui est là pour être sûr que les magazines restent tout beaux et tout gentils. Comme les épisodes de Dr. Queen. Stan Lee écrit à cette époque dans des genres très différents. Science-fiction, aventure, western, j'en passe et des meilleurs. Mais à la fin des années 50, il envisage de tout arrêter car il n'est plus satisfait de son travail. C'est à la même période que l'éditeur de DC Comics relance la hype autour des comics grâce à son équipe de justiciers intitulée la Ligue de Justice d'Amérique. Du coup, Martin Goodman, l'éditeur d'Atlas Comics, commande à Stan d'en inventer une pour sa franchise. Notre éditeur, qui pense à démissionner, décide qu'il n'a rien à perdre et par conséquent choisit de créer les super-héros qu'il souhaite depuis longtemps, à savoir des êtres beaucoup plus complexes et torturés, avec des défauts et des soucis quotidiens qui les rendent plus humains tout simplement. C'est donc avec l'aide de l'artiste Jack Kirby que les 4 Fantastiques paraissent pour la première fois le 8 août 1961. Le concept et le comics font un carton et Stan Lee crée une quantité énorme de nouveaux titres comme l'incroyable Hulk, Iron Man, Daredevil et bien sûr le fer de lance de la société Marvel, Spider-Man. Ce comics marque un tournant important car c'est le premier super-héros adolescent à ne pas être un simple acolyte à la relation ambiguë. Oui, c'est toi que je vise, Robin. C'est aussi la bande dessinée qui a vu naître l'un des credos les plus connus. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Stan Lee est à ce moment une véritable star et en profite pour remettre au goût du jour des franchises laissées de côté comme Captain America ou encore la première Torche Humaine. Il faut noter que c'est plus ou moins avec cette résurrection des comics que s'est créé l'esprit de communauté si fort entre les lecteurs et les créateurs encore présents de nos jours, qui caractérise d'ailleurs très bien ce média. Il introduisit aussi les phylactères ou bulles de texte en première page citant le scénariste, dessinateur, encreur et lettreur. Oui car avant ça on s'embêtait pas trop. Dans les années 60, Stan, pour maintenir les délais de livraison, mit au point ce qui allait être appelé par la suite la méthode Marvel. Alors en quoi ça consiste? Eh bien Stan Lee crée une histoire avec l'aide d'un artiste et en rédigeait un bref synopsis. Ensuite, l'artiste se basait sur le résumé pour créer case par case l'histoire comme il en avait envie. Après avoir reçu les pages dessinées, Stan écrivait le texte dans les phylactères, rajoutait les commentaires et supervisait la colorisation et le lettrage. Malheureusement, cette méthode a été très critiquée car même si Stan a toujours vanté le mérite de ses collègues, on ne peut pas savoir exactement la part qu'ils ont eu lors de la création. J'avoue que si j'étais cité que comme illustrateur, j'aurais les glandes moi aussi. On saute à présent en 1976. Ah, les années 70. Les pattes d'Ef, les films de kung-fu et les nanas avec des poils sous les bras. J'adore! Le département de la santé, de l'éducation et de l'assistance sociale demanda à Stan d'écrire une histoire sur les dangers de la drogue. Il se mit au travail et voulut publier une histoire dans laquelle le meilleur ami de Peter Parker devenait accro aux pilules, mais n'obtint pas l'accord du Comics Code Authority. Du coup, Stan Lee prit le risque de s'en passer et avec l'accord de son éditeur, la publia, ce qui lui valut de nombreuses éloges. Le CCA dut s'adapter et lâcher un peu la bride, permettant une liberté d'expression beaucoup plus grande aux auteurs. Par la suite, Stan se détachera progressivement de l'écriture pour laisser la place à de jeunes auteurs qu'il a formés comme Jerry Conway ou Roy Thomas. Il en profite pour promouvoir la marque et l'univers
vers Marvel grâce à sa très grande notoriété auprès de la presse ou à travers des Comic-Con par exemple. En 1981, il déménage en Californie afin d'adapter ses franchises les plus juteuses en série, comme Spider-Man ou encore l'incroyable Hulk. Étant devenu une figure emblématique de la société, c'est tout naturellement qu'il devient producteur exécutif des adaptations Marvel et commence les fameux caméos dont ses fans sont si friands. En 1995, Stan est nommé au Jack Kirby Hall of Fame pour récompenser l'ensemble de sa carrière, ainsi qu'entre autres à la médaille nationale des arts, le Walk of Fame et bien d'autres prix. En 1990, Marvel, qui connaît une crise financière, renégocie le contrat qui le lie à Stan Lee, ce qui lui permettra de coécrire la collection Just Imagine pour DC Comics, qui, rappelons-le, est le concurrent principal de Marvel. En 2005, il crée avec Jill Champion et Arthur Lieberman Poe Entertainment pour produire des films, des téléfilms comme Lightspeed ou des jeux vidéo. Stan Lee a maintenant plus de 90 ans, mais continue à vivre comme il l'a toujours fait, partageant son temps entre Comic-Con avec ses fans, tournage, écriture et entretien de moustache. Ouais, la retraite il connaît pas vraiment le monsieur. Alors tout ce que j'aimerais dire pour conclure, car j'ai pas vraiment d'idée, eh bien, c'est que j'aimerais bien être aussi cool à son âge. Voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment et que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager cette vidéo autour de vous, laissez un petit like et un commentaire pour me dire ce que vous avez aimé. Évidemment, si tu veux pas manquer les prochains épisodes, tu ferais mieux de t'abonner et de me suivre sur Facebook et Twitter. En tous les cas, quoi qu'il arrive, je te remercie vraiment d'avoir maté ma vidéo. Et sinon, voilà!